Et si on se trompait complètement sur nos chiens, depuis le début? Si, tous les jours, sans même s'en rendre compte, on faisait précisément l'inverse de ce qu'ils attendent de nous? C'est vraiment la question qui est au cœur de tout. Il y a tout un monde de communication canine qui nous passe souvent sous le nez, des signaux discrets, silencieux, qui pourraient complètement changer la relation qu'on pense avoir avec nos animaux. Cette citation, elle est vraiment forte. Elle nous rappelle que l'enjeu, il est avant tout émotionnel. Quand on ne se comprend pas, ça ne mène pas forcément à des disputes, à des aboiements, mais à quelque chose de beaucoup plus discret. Une distance qui s'installe, une queue qui bat un peu moins fort, un regard qui ne cherche plus le nôtre. Alors entrons dans le vif du sujet. On va le voir, les solutions sont souvent d'une simplicité déconcertante, mais elles sont profondes. Parce que si on passe à côté de ses besoins, un chien peut finir par perdre confiance, petit à petit, et c'est là que cette fameuse distance commence à s'installer. Première grande idée, le chien qui se cache derrière le canapé. On a tous connu ça. Notre premier réflexe, c'est de se dire qu'il y a un problème, qu'il a peur de quelque chose. Mais en fait, ce n'est pas un problème qu'il exprime, c'est un besoin instinctif, vraiment profond. Ça s'appelle l'instinct de la tanière. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas quelque chose qui a disparu avec la domestication. Pour les loups, leurs ancêtres, la tanière, c'était une question de survie. Eh bien, ce besoin, il est toujours là, gravé dans leur biologie. Ce n'est vraiment pas un caprice. Et la science vient confirmer tout ça. Il y a une étude qui montre que les chiens qui ont leur propre tanière, leur petit coin à eux, ont des niveaux de cortisol bien plus bas. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc, on ne parle pas juste de confort ici, on parle d'une vraie nécessité biologique. Le bon côté, c'est que c'est hyper simple à mettre en place. Ça peut être une cage de transport avec la porte ouverte, un panier dans un coin tranquille, ou même juste une couverture sous une table. L'important, c'est que cet endroit soit à lui. Le simple fait d'avoir ce refuge, ça change tout. Le chien arrête de se cacher et il choisit d'être là. Parce que pour être présent, il faut se sentir en sécurité. Allez, on passe au deuxième point, et là on va parler d'une habitude qu'on a presque tous. C'est le fait de caresser son chien à tout bout de champ sans vraiment attendre son feu vert. Ce qui est fascinant, c'est le décalage complet de perspective. D'un côté, il y a l'intention du maître, montrer de l'affection, de l'amour. De l'autre, ce que le chien ressent. Des dizaines de fois par jour, on touche son corps sans sa permission. Il apprend petit à petit que son corps ne lui appartient pas vraiment. C'est ce que les chercheurs appellent la résignation acquise. Et encore une fois, la science le confirme. Une étude de l'université de Bristol montre que les chiens qui ont plus de contrôle sur quand et comment on les touche, eh bien, ils sont moins anxieux et ils créent des liens plus forts. La patience, c'est bien plus important que la quantité de caresses. Alors, comment on sait qu'on est invité? C'est simple. C'est le menton qui se pose sur un genou, le petit coup de museau contre la main. C'est le chien qui initie le contact. Troisième point maintenant. C'est un geste tout bête, mais d'une puissance incroyable. Simplement s'asseoir par terre. Honnêtement, à quand remonte la dernière fois qu'on a fait ça? Juste s'asseoir, sans rien attendre, juste pour être avec son chien. Il faut essayer de se mettre à leur place, à leur hauteur. Pour un chien, un humain debout, c'est une silhouette immense, imposante, qui bouge vite et qui contrôle tout. Les études en cognition canine nous apprennent que notre posture, notre taille, tout ça, ça peut être interprété comme des signaux de domination. Même si on a les meilleures intentions du monde, une petite partie de leur système nerveux reste en alerte. Je propose une petite expérience, toute simple. La prochaine fois, entrez dans la pièce où se trouve le chien et asseyez-vous par terre, à quelques mètres, sans rien dire. Pas un mot, pas un appel, juste soyez là et observez. Dans la plupart des cas, la réaction est quasi immédiate. La posture envoie un message bien plus fort que les mots « Je ne suis pas une menace, tu es en sécurité ». Quatrième point, et là, on touche à une erreur que, presque tout le monde fait. Tous les jours. C'est de vouloir presser le chien pendant la balade, de le tirer quand il s'arrête pour renifler un truc. Ce graphique parle de lui-même. Regardez la différence. 300 millions de récepteurs olfactifs pour un chien contre à peine 6 millions pour un humain. C'est énorme! Et la partie de leur cerveau qui analyse les odeurs est proportionnellement 40 fois plus grande que la nôtre. Donc, quand un chien renifle, il ne perd pas son temps. Il est en train de lire son journal. Il lit Le Monde. Et c'est ça, le point le plus important. Des études ont montré que laisser un chien renifler longuement pendant une balade, ça fait baisser son niveau de stress. Ce n'est donc pas juste un passe-temps pour lui, c'est un outil essentiel pour se calmer, pour réguler ses émotions. L'empêcher de renifler, c'est un peu comme lui enlever son principal moyen de décompresser face au stress du monde extérieur. Bon, on arrive à la dernière grande partie de notre analyse. Et ici, on va parler de deux piliers qui sécurisent le monde d'un chien. Le rythme et le réconfort. Autrement dit, une routine prévisible et le simple fait de lui parler. Des chiens, ils n'ont pas de montre. Ils vivent le temps à travers des rituels, des schémas. D'abord le repas, ensuite la partie de jeu, puis la balade.
Le Journal of Veterinary Behavior explique qu'une routine chaotique, imprévisible, c'est l'une des causes principales d'anxiété chronique. C'est logique. Un chien qui ne sait jamais ce qui va se passer, c'est un chien qui est constamment sur le qui-vive. Et ça nous amène au deuxième pilier, leur parler. Oui, tout simplement. Ça peut paraître un peu bête parfois, mais en réalité, c'est ancré dans des dizaines de milliers d'années d'histoire commune. Toute cette coévolution a littéralement sculpté le cerveau du chien pour qu'il soit hyper réceptif à la voix humaine. La recherche a montré quelque chose de fou. Les chiens utilisent des zones du cerveau très similaires aux nôtres pour comprendre ce qu'on dit. Ils font la différence entre les mots qu'on utilise et le ton de notre voix. Ils savent très bien quand on leur parle. En fait, le chien a toujours été à l'écoute. La vraie question, c'est est-ce que nous, on a pensé à leur parler ? Pour conclure, cette citation résume tout à la perfection. La connexion, la vraie, celle qu'on cherche tous, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est quelque chose qui se construit. Et ça se construit comment ? Eh bien, avec tous ces petits gestes, mis bout à bout. Lui offrir son espace de sécurité, attendre son invitation pour une caresse, se mettre à sa hauteur, lui laisser le temps de lire le monde avec son nez, garder une routine stable, et tout simplement, lui parler. Finalement, un chien, ça ne demande pas qu'on soit parfait, ça ne demande juste qu'on soit présent, qu'on soit patient, et qu'on fasse l'effort de parler enfin cette langue que lui, il a toujours parlé. Alors la seule question qui reste, c'est celle-ci.